Bonjour Denis, est-ce que tu peux te Bonjour Simon. présenter et nous parler un peu de ton parcours? Alors, me présenter, Denis Bourguet, je suis chercheur INRAE, voilà. Et mon parcours, comment commencer? Tu m'as dit que je pouvais commencer très tôt, je vais pas commencer trop tôt. D'accord. Commencer par le fait, voilà, j'ai fait un baccalauréat comme tout le monde. Je suis passé par la fac, un 2 à l'époque, et je voulais me diriger vers Sciences Nat pour faire prof de Sciences Nat. Et après ça, j'ai découvert la recherche, donc ça m'a intéressé. Mais suite à la maîtrise, j'ai eu la possibilité d'aller à Montpellier Supagro, qui était l'ENSAM à l'époque, voilà, Montpellier Supagro. J'ai fait donc Montpellier Supagro et en dernière année, j'ai fait un DEA à l'époque, l'équivalent d'un Master 2 maintenant, et embrayé ensuite sur une thèse, voilà, ce qui m'a conduit à faire un post-doctorat ensuite au Canada, à Vancouver, avant d'intégrer l'INRAE donc en 1997. Voilà, et depuis, donc j'ai fait un temps sur Paris, à la banlieue de Paris, dans une petite station INRAE historique, La Minière, avant de basculer ici à Montpellier en 2003, au CBGP, Centre de biologie et de gestion des populations, dans lequel je suis toujours. D'accord. Et tu travaillais sur quelle grande thématique? Alors, la grande thématique, c'était l'évolution de la résistance. En fait, durant la thèse, j'ai travaillé vraiment sur l'évolution de la résistance aux pesticides. Et INRAE était intéressé par ce profil-là, puisqu'on était au début de la mise en place des OGM, qui ne sont d'ailleurs pas mis en place en France. Mais INRAE voulait avoir des compétences sur les risques environnementaux associés à cette mise en place des cultures. Et l'un de ces risques-là était l'évolution potentielle de la pyrale du maïs, qui était Oui. la cible des maïs transgéniques BT, hein, qui produit des toxines de BT. Et le risque, c'était d'une évolution rapide de la résistance de ces populations de pyrales aux toxines de BT qui rendraient ce maïs BT inefficace. Donc, comme j'avais des compétences en résistance voilà, aux pesticides au sens large, ils étaient intéressés par me recruter pour appliquer cette évolution de résistance donc, sur ce modèle-là. D'accord. Et aujourd'hui, tu travailles sur quoi alors? Alors aujourd'hui, j'ai complètement changé. Donc juste ça, c'était un exemple très précis. Et de manière Oui. plus générale, j'avais des compétences en biologie évolutive sur tout ce qui est adaptation, adaptation à la plantote, adaptation voilà, à des nouveaux environnements. Et donc j'ai fait ça pendant quasiment une vingtaine d'années. Et là, depuis 5 ans, je me suis mis sur un nouveau projet qui est complètement indépendant de la recherche en elle-même, mais qui est plutôt sur l'édition, cette fois scientifique, qui s'appelle Peer Community In, qui est un projet alternatif d'édition scientifique. Ben, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Alors, oui, bien sûr. En un seul mot déjà, l'idée, c'est de proposer une alternative au système de publication actuel qui a plein de travers, enfin plein, en tout cas pas mal de travers, notamment le fait d'être extrêmement coûteux. Et donc, l'idée de PCI, c'est une possibilité de réappropriation de ce système de publication par des communautés scientifiques. Donc, ce qu'on propose, c'est des outils qui permettent à ces communautés scientifiques, en gros, d'évaluer et d'assurer la validation des productions scientifiques en passant par le dépôt de préprint et donc de se passer des journaux classiques, en tout cas des journaux commerciaux qui coûtent cher à nos institutions. D'accord. Donc l'idée, c'est que on va soumettre un article scientifique dans une base de préprint, comme Oui. BioArchive, Mm. puis après, on va passer par PCI pour avoir une review. C'est ça? Exactement. Imagine Thibaut, tu es un auteur, voilà, tu es Oui. scientifique, d'ailleurs, tu es l'un des auteurs. Donc tu vas mettre, ce qu'on va t'obliger, c'est à mettre un dépôt, ton manuscrit en préprint sur un serveur de préprint. Ça peut être une archive ouverte, par exemple HAL. Une fois que c'est fait, ça, on demande également le dépôt des données, des scripts et des méthodes pour qu'elles soient librement disponibles. Une fois D'accord. que ça c'est fait, tu peux te tourner vers la PCI compétente dans ton domaine. Si c'est un manuscrit en écologie, tu vas te tourner vers PCI écologie. Là, tu vas soumettre ton article en indiquant le lien où tu as déposé ton article et tes données, tes scripts et des codes. Et tu vas mettre également le résumé, tu vas également indiquer les auteurs et tu vas suggérer des éditeurs, nous on les appelle les recommandeurs, parce qu'ils vont recommander D'accord. l'article, donc des recommandeurs. Tu vas les suggérer sur le site de PCI. Et une fois validation par le Managing Board, ces recommandeurs-là, ces éditeurs, vont recevoir une alerte leur disant qu'il y a une soumission. Et si l'un d'entre eux, l'une d'entre elles est intéressée, elle lève la main pour s'occuper de l'évaluation de ton papier. Ces recommandeurs peuvent être n'importe qui ou c'est dans des listes approuvées, genre de liste de volontaires à PCI? Alors, c'est sur volontariat, mais c'est par cooptation, et l'idée, c'est d'assurer un niveau de qualité. En gros, le but, c'est bien de jouer le rôle d'éditeur associé,
Tout le D'accord. monde ne peut pas le faire, il faut une certaine expérience en termes de voilà, d'avoir déjà été éditeur associé dans une revue ou d'avoir suffisamment publié pour avoir suffisamment d'expérience pour jouer ce rôle-là. Puisque on parle bien de recommandeur, d'éditeur associé, et il va s'appuyer sur des reviews. Donc, une fois qu'il a pris en charge l'évaluation de manuscrits, il va inviter via le site web des évaluateurs, des référés, des reviewers, et sur la base d'au moins 2 ou 3 ou 4 reviews, ils vont prendre une décision éditoriale. Donc, c'est bien un travail d'éditeur associé que l'on demande assez D'accord. largement. Donc, en fait, moi, quand je dépose mon papier, enfin, quand je demande à PCI de review mon papier, en fait, je contacte, enfin, j'ajoute des noms de gens qui vont être les éditeurs associés, en fait. C'est exactement ça. En D'accord. regardant le champ de compétences, puisque si on a PCI écologie, dans l'écologie, c'est extrêmement large, il y a l'écologie des communautés, l'écologie fonctionnelle, etc. Donc, effectivement, tu vas sélectionner des éditeurs en lien avec la thématique de ton papier. D'accord. Et c'est cet éditeur associé qui va contacter des reviewers de façon Voilà. classique. Toi, tu ne vas pas suggérer de référé, mais lui, par ses connaissances, par ses collègues, il va contacter des gens qui sont à nouveau compétents dans le domaine pour évaluer le papier. C'est sur les bases de ces évaluations qu'il va prendre une décision éditoriale qui va être de rejeter ton papier, il n'est pas bon, Ouais, ouais. de demander des modifications, tu vas pouvoir faire une deuxième version, une troisième version, ou d'accepter ton papier. Dans ces cas-là, il va le recommander publiquement en écrivant un texte de recommandation que l'on publie sur le site de PCI. Je suppose que s'il me demande des modifications, si je les fais, après on retombe dans un cycle classique de review où C'est cette exact, fois-ci, il va pouvoir tout à recommander fait. ou pas. On est D'accord. dans un système très classique de ce qui se passe dans des journaux, c'est-à-dire avec plusieurs rounds de review, mais in fine, l'article sera soit rejeté, soit recommandé par le recommandeur. Et donc, si l'article il est recommandé, donc il va rester sur l'archive ouverte, mais on va dire avec le tampon de recommandation Exactement. de PCI. Et ça, donc, ce qui va changer, on va dire, par rapport à une review classique, c'est qu'on ne va pas avoir un journal qui va faire un travail d'édition, de mise en page Non. et de publication. Et aussi, le journaux, souvent, ce qu'on utilise, c'est que c'est une forme de validation, et c'est notamment, c'est un journal, c'est un article publié, donc ça compte pour les évaluations, les genres de choses. Comment c'est considéré PCI maintenant dans ces deux aspects-là? Alors PCI, comme tu le dis, tu as raison, c'est une forme un peu particulière, c'est-à-dire qu'à la fin, l'article qui est recommandé, on ne lui attribue pas un DOI. Donc formellement, il peut être soumis à un journal pour être publié. Nous, on considère que ce n'est pas nécessaire, puisqu'effectivement, il est publié en archive ouverte, librement accessible, validé par les pairs, et donc c'est bien un article scientifique valide qui peut être cité dans la littérature. Et on devrait pouvoir en rester là. Là où ça nous semble intéressant, c'est que ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on laisse la main aux auteurs, derrière la recommandation, de le soumettre pour publication. On milite pour autant dans les comités d'évaluation auprès de nos institutions, auprès des institutions de financement, des organismes de financement, que ces préprints recommandés par PCI soient considérés comme l'équivalent d'articles à comité de lecture publiés dans des journaux. Et donc ça prend du temps, mais progressivement, à l'INRAE, au CNRS, à l'ANR, ces articles, ces préprints recommandés par PCI sont considérés comme des articles à part entière. D'accord. Un autre aspect qu'on va avoir dans un journal, c'est qu'il va avoir un certain impact factor de ce journal, on C'est va dire vrai. une certaine popularité. Oui. PCI, par rapport à ça, comment il se situe? Parce que il n'y a pas d'impact factor lié à PCI, forcément. Non. On refuse l'impact factor. PCI a signé DORA, comme beaucoup Oui, oui. d'institutions, pour rejeter l'utilisation des facteurs d'impact sur l'évaluation des individus, parce que je pense que tous ceux qui écouteront cette vidéo savent à quel point les impact facteurs ne sont pas des bons proxys de la qualité d'un papier. Oui. Donc, et puis c'est intéressant parce qu'on sent que les lignes bougent, c'est-à-dire c'est vrai dans pas mal d'institutions, notamment en France, peut-être d'ailleurs en France plus qu'à l'étranger, mais progressivement les institutions réfléchissent à passer d'une évaluation quantitative par l'utilisation de ces métriques à des évaluations beaucoup plus qualitatives, en demandant par exemple aux chercheurs de mentionner 4, 5 productions, pas forcément d'ailleurs que des publications, donc 4-5 productions pour lesquelles ils sont particulièrement contents, fiers, et en expliquant qu'est-ce qu'ils ont fait à l'intérieur. L'idée, c'est que les évaluateurs aillent lire ces productions-là dans le détail pour se faire une idée de la qualité de ce qui est réalisé, donc de sortir du quantitatif. Moi, je fais partie du système d'évaluation INRAE depuis un Oui. an.
Et en effet, on n'a plus d'instructions, on a des instructions claires de ne pas se baser sur les impact factors pour évaluer la qualité de Et la Thibaut, production. il en va exactement de même. On a eu la responsable sciences ouvertes de l'ANR récemment qui nous dit Oui, exactement la même chose, que dans les comités donc, de sélection des projets, les impact factors ne doivent pas être utilisés et sont rappelés à l'ordre. Dans le cas où on commencerait à lever la main en donnant des indications sur les impact factors, seront rappelés à l'ordre par les présidents de section. d'accord. Pour revenir au processus de PCI, tu disais que l'auteur est libre après de le resoumettre à un autre journal. Oui. Comment les journaux, jusqu'à maintenant, perçoivent justement le processus de review par PCI? Plutôt bien, bizarrement, puisque une des idées, c'est bien de se passer des journaux, et Oui. notamment des journaux commerciaux. Et pour autant, les journaux que l'on a contactés, ils sont plutôt contents dans pas mal de cas, puisqu'ils peuvent se resservir des reviews, processus donc d'évaluation, des reviews et de la recommandation de PCI pour accélérer leur processus éditorial. Et donc même, on a pas une collaboration, j'irais dire, mais une relation avec ces journaux-là, que l'on va appeler des PCI Friendly Journals, donc des journaux qui indiquent clairement, de manière publique, qu'ils utiliseront donc les revues et les recommandations de PCI dans leur processus éditorial. Et on a même donc 3 catégories de Oui. PCI Friendly Journals. Une première catégorie qui dit, moi, tout ce qui sort de PCI, j'accepte, je ne fais pas de revue complémentaire, je vérifie que c'est dans le scope de ma revue, mais je prends, j'accepte et je publie directement. D'accord. La deuxième catégorie, c'est des journaux qui vont dire, on vous donnera une réponse si vous soumettez votre article recommandé par PCI, on vous donnera une réponse très rapide en 5 jours. Cette réponse sera, on accepte sans revue complémentaire, tout est bon. Si on le prend en charge, on fera une revue complémentaire parce qu'on n'est pas complètement satisfait du processus de review. Ou troisième réponse, on rejette le papier. D'accord. Et enfin, on a une troisième catégorie de PCI Friendly Journals qui ne s'engagent pas autant que ça et qui disent simplement, au cas par cas, on regardera les évaluations réalisées par PCI et puis on s'en servira, mais peut-être, peut-être pas, et on ne se contraint pas à donner une réponse rapide aux auteurs. Ce qui est bien avec ce système, c'est que déjà, bon, il y a toute la première catégorie qui va accepter directement, mais pour la deuxième catégorie, ceux qui donnent une réponse en 5 jours, t'es auteur, Thibaut, tu reçois une réponse qui est de dire on mettra en revue complémentaire. Tu peux dire moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je considère qu'il a déjà été référé, donc je ne le soumets pas formellement à la revue. Et tu Oui. peux aller chercher un autre PCI Friendly Journals où tu vas le soumettre. D'accord. Oui. Pour avoir de nouveau une réponse qui va être rapide, qui va te dire on accepte ton papier ou on le mettra en review. Et tu peux faire comme ça plusieurs jusqu'à ce qu'un PCI Friendly Journals accepte ton article. Oui. À noter également, c'est Tu allais dire, important, que vas-y. tu pourrais aussi recevoir une sollicitation de la part d'un journal, parce que dans les PCI, il y a également des éditeurs en chef qui sont là, qui voient passer les articles recommandés par PCI, qui peuvent te contacter en disant Thibaut, ton article vient d'être recommandé, il m'intéresse, je suis prêt à le publier dans ma revue, directement. Bah, c'était exactement la question que j'allais poser. D'accord. Tout ça, et on en Ouais. viendra après, les auteurs peuvent faire également un autre choix, en dehors de celui de laisser leur préprint recommandé sur l'archive ouverte ou sur le serveur de préprint. Ils peuvent faire le choix de le publier dans Peer Community Journal, qui est un journal que l'on va lancer là dans les 15 jours qui viennent. Alors, ça, je veux bien que tu développes, parce que donc vous avez lancé un journal, Oui, mais il va être donc une thématique extrêmement large si vous voulez couvrir les différents PCI. exactement. Un généraliste, un journal généraliste comme peut l'être par exemple PNAS, c'est-à-dire avec différentes sections. Il y aura une section par PCI. Donc pour l'instant, on D'accord. a 14 PCI, écologie, evolutionary biology, paléontologie, etc. On en a 14. Et donc, il y aura une section, et à chaque fois qu'on va créer une nouvelle PCI, ça rajoutera une section dans le journal Peer Community Journal. D'accord. Et alors, c'est intéressant parce que dans le processus PCI, ça ajoute une étape supplémentaire où, par exemple, si moi j'ai soumis mon article à PCI, qu'il a été validé par le processus classique, là, je Oui. peux à ce moment-là le resoumettre au PCI journal En fait, ou plus c'est qu'une automatique. soumission, ouais, plus qu'une soumission, Thibaut, ça sera un transfert. En gros, tu D'accord. diras, moi, OK, les gars, je suis partant pour qu'il soit publié dans Peer Community Journal. Sachant que Peer Community Journal accepte tous les articles recommandés par PCI. C'est le Oui. seul moyen, d'ailleurs, pour publier à l'intérieur. Il faut passer par le processus d'évaluation, validation, recommandation de PCI. Une fois ça fait, PCI, Peer Community Journal, donc, accepte directement l'article donc, dans ses colonnes.
D'accord. Et si on le publie dans le journal PCI, je suppose qu'après, on le publie nulle part ailleurs. Il y Ah, a une ça, une certaine... fois, voilà, là, c'est exclusif. En fait, en gros, D'accord. c'est vraiment une fois la recommandation, les gens peuvent en rester là, encore une fois. Mais ensuite, s'ils veulent aller jusqu'à une publication dans un journal, c'est un choix cette fois qui est exclusif. Soit ils choisissent Peer Community Journal et publient là, soit ils Oui. choisissent un PCI Friendly Journals dans lequel ils vont publier. Une fois publié, il y a ce qu'on appelle Version of Record. Pour le coup, il y a un DOI qui est attribué à l'article et voilà, le système s'arrête là. D'accord. Alors, pourquoi vous lancez ce journal-là? Hmm. C'est quoi les arguments, puisque jusqu'à maintenant, le système PCI fonctionne sans journaux? C'est une bonne question. On n'aurait pas voulu en passer par là, Thibaut, parce Ouais. que l'idée était bien au tout départ de dire, OK, il y a des préprints, ils sont publiés, il s'agit juste de rajouter une couche d'évaluation et de validation. Ça suffit. Et réellement, ça devrait suffire. Seulement, le problème auquel on est confronté, c'est que les systèmes bougent beaucoup plus lentement et que les comités d'évaluation, que ce soit dans les instituts, les universités, que ce soit pour avoir des financements, eux restent sur des méthodes assez traditionnelles, assez quantitatives, métriques, se basent énormément encore sur les facteurs d'impact. Oui. Et donc, ça pousse énormément les auteurs à publier derrière. Et donc, on a énormément d'auteurs qui nous disent, ah, les gars, PCI, super, j'ai envie de l'utiliser. Seulement, je sais qu'après ma recommandation, il va falloir que j'aille publier dans un journal, ça va rallonger. Finalement, je vais devoir payer des APC si je veux aller dans un journal un peu notable. Et donc, soit je passe pas par PCI, soit je vais quand même à la publication. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et ça, c'est vrai, quand on interroge les collègues italiens, les collègues espagnols, ils sont très ancrés dans leur système d'évaluation sur les facteurs d'impact. Donc on s'est dit, OK, soit on a deux choix, soit on attend 10 ans qu'éventuellement les lignes bougent, soit pendant tout ce temps-là, on offre vraiment le système jusqu'au bout pour les auteurs, Ouais. c'est-à-dire jusqu'à la publication. Et c'est là où on s'est dit, on a discuté collectivement, voilà, à l'intérieur de l'association PCI, avec l'ensemble des fondateurs des différentes PCI, on s'est dit, OK, bingo, on y va, on fonde le Peer Community Journal. Voilà. Avec les mêmes principes, évidemment, comme tu peux t'y attendre, Oui. c'est-à-dire c'est de l'open science, c'est gratuit pour les auteurs, c'est gratuit pour les lecteurs. Alors, très bien. Alors, justement, ça me fait poser la question en fait du prix, parce que là, dans le système processus PCI de base, on va dire les journaux sont stockés sur des archives ouvertes. Oui, Donc tout ça, le coût des serveurs, l'entretien, tout ça a été géré par les, les stockages ouverts. Et PCI avait juste en fait un système, on va dire un site web assez simple et des recommandations, tout ça. Donc c'est un système de coût très faible. oui, Mais donc je suppose que là, en passant par un journal PCI, vous allez stocker vous-même vos articles. oui, Et donc ça entraîne des coûts un peu plus substantiels, non, non? pas plus substantiel. En fait, le D'accord. coût même est plus élevé de côté PCI qu'il ne va l'être côté Peer Community Journal, parce qu'on a 14 communautés, il faut héberger les sites web, comme tu dis, il y a des Ouais. coûts. Il y a des coûts de maintenance, il y a des coûts de développement du site web. Et ces sites web-là à développer sont plus conséquents parce qu'il faut tout un back-office pour toute la gestion du processus d'évaluation. Oui. L'invitation des reviews, le dépôt des reviews, les prises de décision éditoriales. Donc ça coûte relativement cher, et c'est vraiment relativement cher par rapport à d'autres coûts de journaux classiques commerciaux, c'est beaucoup moins cher. Côté cette fois journal, ça va coûter assez peu cher. Ce journal-là va être abrité par le centre Mersenne avec qui on travaille. Et très concrètement, de notre côté, ça va nous coûter de l'ordre de 5 000 euros par an pour être hébergé par le centre Mersenne et qui ne sera pas dépendant du nombre d'articles que l'on va publier. Après, le centre Mersenne lui-même a des frais associés à ces infrastructures-là, mais pas aussi. Voilà, je ne pense pas que ça aille très très loin en termes de coûts. Je trouve ça intéressant, ces chiffres-là, parce que c'est Oui, des chiffres qu'on a très rarement accès et qu'on peut remettre en perspective avec le coût des publications dans les journaux. c'est vrai. Parce que même si on sait que, a priori, c'est l'industrie au monde où il y a les plus grosses marges qui existent, C'est vrai aussi. on a du mal à se rendre compte à quel point, en fait. Alors, on va donner quelques chiffres, Thibault. Ouais, Le chiffre d'affaires des éditeurs privés, on ne va pas dire des éditeurs privés, le coût des publications, si on ajoute à la fois le coût des abonnements et les charges, ce qu'on appelle les Article Processing Charges, les fameux APC pour publier en accès ouvert, si on prend ça, c'est 150 millions d'euros par an en France. ouais. Si on prend l'échelle mondiale, c'est 10 milliards d'euros par an pour 3 millions d'articles à peu près publiés par an. Et on arrive à un coût moyen d'environ 3 000 euros par article.
On n'est pas loin d'ailleurs du coût classique que l'on annonce pour les APC, qui sont de l'ordre de 2 000, 3 000 euros par article. Oui. Avec PCI, avec Thomas Guillemot, donc l'un des cofondateurs donc de PCI, on s'est amusé à faire des calculs sur combien revient un article à l'équilibre quand il est géré par PCI, puisqu'il est gratuit. Le système est gratuit pour les auteurs et les lecteurs, mais il n'est pas sans coût. Tu l'as dit, il y a des coûts associés, et on arrive à 150 euros par article. Et de manière intéressante, c'est souvent à peu près le montant qui est estimé sur des journaux diamants. Oui, donc oui, entre 150 donc on compare euros et 3000. 150 euros, grosso modo, par rapport à 3 000 euros. Ouais. Bon. Un point important également à garder, c'est que dans l'ensemble, ces coûts-là, dans les faits, sont assez faibles. Enfin, assez faibles. Ce n'est qu'une partie des coûts, puisqu'une grosse partie du coût des journaux, qu'ils soient commerciaux, qu'ils soient diamants, ou dans notre cas PCI, il vient du temps consacré à faire tourner la boutique, c'est-à-dire en gros à évaluer les articles, à prendre les décisions éditoriales, à manager les manuscrits, et tout ça, c'est des coûts généralement qui ne sont pas dans la balance, qui sont supportés par nos instituts de recherche. Oui, oui, parce qu'en tant que chercheur, on n'est pas payé pour faire des reviews. Exactement, et on ne milite pas pour ça. Ça fait partie de notre. Il y en a quelques-uns qui militent pour ça. Il y en ça. a, ouais, je sais. J'ai vu quelqu'un là qui avait envoyé des factures, il expliquait que son coût c'était 350 euros la review. Voilà. C'est ça. Alors jusqu'à maintenant, il a été systématiquement rejeté par tous les journaux qui ont demandé. Ouais. Et voilà. Nous, on préfère considérer que c'est une activité qui fait partie de l'activité scientifique. Voilà, on reçoit des évaluations, on prend une partie de notre temps pour évaluer. Mais si on prend l'ensemble de ce temps-là, il est considérable, et c'est un des reproches que l'on fait à ces journaux commerciaux, et c'est pour ça qu'ils font des telles marges bénéficiaires, c'est qu'ils comptent sur ce temps-là qui est consacré donc, par les universitaires à toute l'évaluation, à faire tourner la boutique. Oui. Pour revenir un peu à PCI, tu parlais tout à l'heure qu'il fallait soumettre les articles avec les données, les scripts et toutes les analyses. Et ça me renvoie au fait aux différents types de journaux Open Science, où il y en a certains qui sont engagés à faire de l'Open Science, mais qui pour l'instant disent, c'est pas encore obligatoire. C'est-à-dire que c'est encouragé, mais s'il n'y a pas tous les scripts, l'article est quand même publiable. Chez vous, c'est strict. Si on n'a pas les scripts, pas les... On est beaucoup plus radical, effectivement, et on pense que c'est nécessaire dans le sens où un article, si derrière on n'a pas l'assurance qu'il y a les données, on l'a vu d'ailleurs, il y a eu un fameux article pendant la crise du Covid sur lequel des articles n'étaient pas nécessairement associés à des données, ce qui a posé problème. Et puis l'autre chose, au-delà du fait qu'elle soit là, il faut qu'elle soit disponible pour être réutilisée d'une part, et ensuite pour potentiellement être utilisée par des évaluateurs, pour pouvoir vérifier les analyses statistiques, par exemple, qui sont réalisées par les auteurs. Donc, c'est un gage de rendre transparent les études que l'on mène, qui sont menées, qui sont publiées, pour pouvoir être critiquées. Il en va de la réplicabilité des études qui sont menées, ou des analyses qui sont menées, ce qui nous semble essentiel dans un processus scientifique. Oui, mais je trouve ça vraiment très bien, mais c'est vrai que pour l'instant, ce n'est pas encore généralisé. Pour l'instant, c'est un conseil, quoi. C'est vrai. C'est souvent un conseil. Maintenant, c'est en train de monter en puissance, puisque pour ces problèmes de reproductibilité, on voit que les journaux sont de plus en plus sensibles à ça. D'accord. Toujours par rapport à un PCI, j'ai regardé un peu la liste de tous les PCI, et moi, je suis microbiologiste, et je ne crois pas qu'il y ait PCI microbiologie. Non, pas encore. Alors, si moi ou un autre chercheur, on se dit il faut absolument un PCI microbiologie, comment on fait ? Alors déjà, vous vous tournez vers PCI, c'est ça, vers nous, il y a une adresse pour ça, pour vous dire comment on fait. Alors là, on va vous répondre, on va dire, on a fait un post de blog justement qui indique un peu comment on s'y prend, il y a différentes étapes. Pour résumer, en gros, l'idée, c'est d'avoir une communauté la plus solide possible en termes de ce qu'on a appelé les recommandeurs tout à l'heure, c'est les fameux éditeurs associés, pour qu'en gros, les auteurs qui vont soumettre se disent si je soumets un PCI microbiologie, je vais avoir de la bonne évaluation et de la bonne recommandation. Et donc, ça sera un gage de sérieux, mais mon étude sera prise ensuite donc, avec sérieux par les comités d'évaluation. C'est-à-dire que pour chaque PCI, chaque section de PCI, il y a la liste publique des éditeurs associés, on va dire. Exactement. Il y a même classiquement, comme dans un journal, un managing board qui également va valider les décisions
des recommandeurs une fois qu'elle est prise. C'est-à-dire quand un recommandeur prend une décision sur un papier, de rejeter le papier, de demander des révisions ou de recommander le papier, les membres du managing board valident ces décisions. Elles ne sont pas prises directement par le recommandeur. Donc si on revient au tout départ, Thibaut, tu es intéressé, nous ce qu'on va dire, écoute, très bien, contacte des gens dans ton domaine, les plus notables possibles, c'est-à-dire pour que les gens aient confiance sur la robustesse du système, pour leur demander s'ils sont intéressés par fonder cette communauté. Alors on va un cran en avant, Thibaut. On va te demander de t'associer avec 2-3 personnes, ce qu'on va appeler les fondateurs. Et c'est eux qui vont être chargés de regrouper, on va dire, une cinquantaine, une centaine de recommandeurs de renom dans leur domaine. En prenant le plus un international possible, en faisant attention à une balance des genres, c'est-à-dire un certain équilibre entre hommes-femmes à l'intérieur de ces recommandeurs, c'est important. Et partant de là, une fois que ça s'est fait, tu vas soumettre ce projet-là à l'association PCI. Tu vas dire, OK, moi je vais faire une PCI en microbiologie avec telle et telle personne, et voilà, on a déjà une cinquantaine, une centaine à être prêts à évaluer des papiers dans ce domaine-là. Donc ça fait quand même une grande communauté déjà. Ça va faire déjà une grande communauté. Alors 100, c'est un objectif un peu large, 50, c'est pas mal, mais c'est vraiment pour faire un noyau dur, à partir duquel eux-mêmes ensuite, si la PCI est fondée, tu vas pouvoir leur demander à ces 50, à ces 100 personnes-là de contacter des gens et des collègues de renom dans leur domaine pour venir s'associer et augmenter cette capacité, ce qui permet une grande capacité de prise en charge. Donc une fois que tu as fait ce projet-là, tu l'envoies à l'association PCI, et dans l'association PCI, la prise de décision d'acceptation ou de rejet de ton projet, c'est les membres de l'association PCI. Et ces membres-là, ce sont les membres des différents managing boards des PCI. Donc aujourd'hui, on l'a dit, il y a 14 PCI qui ont en moyenne 5, 6, 7, jusqu'à 10, même 15 membres de managing board. Et on se retrouve à l'heure actuelle avec 120 membres de l'association PCI qui vont voter, qui vont faire des commentaires. Il y a éventuellement un aller-retour avec le porteur du projet. Et au final, le projet est soit rejeté, soit accepté. Et en cas d'acceptation, on fonde une nouvelle PCI avec un site web. D'accord. Je suppose qu'on peut être recommandeur sur plusieurs PCI, parce qu'il y a des communautés qui se recoupent. Oui. Donc si par exemple, tu es un microbiologiste en écologie, tu vas faire dans ces cas-là, tu pourrais être PCI microbiologie et en même temps PCI écologie. D'accord. Et imaginons que microbiologie existe, que écologie existe, et que je veux faire microbial écologie. C'est possible ou là, on va dire c'est trop redondant? On va te dire non. Oui. Alors je dis on va. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais l'association a toute chance de te dire non en disant non. Non, parce qu'effectivement, il y a déjà la capacité à évaluer les manuscrits dans ces deux domaines-là. Il n'y a pas la peine d'en faire une plus spécifique. D'ailleurs, on a une réflexion à se dire certaines PCI étaient peut-être un peu trop spécialisées. Il y a un cas très récent, là, juste qui date de 2 jours, sur lequel on va avoir une évolution. On avait une PCI Circuit Neuroscience, manquait de souffle. Et il y a d'autres neurobiologistes qui se sont dit non, mais nous, on est intéressés par faire partie, mais on n'est pas du circuit neurobiologiste, on est neurobiologiste autre chose. Et donc, l'association vient d'accepter le passage de PCI Circuit Neuroscience à PCI Neuroscience pour avoir une PCI beaucoup plus large. Les cas de refus possibles, je comprends qu'il y a la notion de communauté. Ça, il faut que la communauté soit suffisamment importante. On a parlé là du thème, qu'il faut qu'il soit suffisamment large, mais pas trop, qui ne recoupe pas trop les autres non plus. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous refuseriez un déséquilibre, c'est ce qu'on disait, un déséquilibre trop fort, par exemple. Dans les questions de genre, par exemple. Pour des questions de genre ou pour des questions géographiques. Voilà, une PCI qui se montrait avec 50% de Français, on leur dirait non. Non, c'est trop français, c'est pas assez international, il n'y a pas de raison. Donc, on retoque le projet. Ou effectivement, avec une communauté trop biaisée vers des hommes, parce que très souvent, ça va dans ce sens-là. On n'a pas vu l'inverse, malheureusement. Mais pas malheureusement, parce qu'on veut un équilibre. Voilà. Et dans ces cas-là, on leur dit non, ça manque de diversité. Voilà. Et on prône également la diversité, ce que j'allais dire, des groupes sous-représentés, mais ça revient à de la diversité géographique. En général, d'accord. Général. Ça m'est arrivé récemment où on me demande de participer à un projet parce qu'il fallait des hommes. Parce que sinon, il n'y avait que des femmes. C'était très drôle. Après, il n'y avait pas que cette raison, évidemment. Hein, j'espère. Voilà. C'est toute la difficulté. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, j'aimerais parler un peu de ta carrière par rapport à ça, parce que quand on est chercheur à INRAE,
notamment, on a un devoir de publication. Et toi, C'est vrai. avec tout l'investissement dans PCI, je suppose que ça doit être difficile à côté de mener de la recherche. Mm. Et comment, en fait, tu reçois, comment c'est perçu par la hiérarchie? Est-ce que tu as un soutien total? Est-ce qu'on t'a dit, bon, bah, vas-y, pendant 5 ans, tu fais ça, mais après, tu reviens? Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé de manière assez simple et c'est une des qualités d'INRAE d'accompagner ce genre de projet. Alors, bon, moi, j'arrivais, je commençais à avoir un peu les cheveux gris, donc à un âge où j'ai déjà Ouais, fait un certain nombre de publications et voilà, et avec une envie effectivement de faire éventuellement d'autres choses. Et quand on s'est tourné vers notre chef de département pour lui dire, ben voilà, avec Thomas Guimau qui avait ces mêmes envies, on veut faire ce projet-là, ça a été bien accepté. Ça a été plutôt de dire, bon, les gars, si ça ne vous ennuie pas, sachant que vous allez vous mettre là-dedans, de diminuer votre production scientifique, voire qu'elle s'arrête un peu pendant X années sans trop savoir quand. Si vous, ça vous convient, nous, ça nous convient, parce que c'est un projet de science ouverte, parce qu'on pense que c'est important. Ça marchera peut-être, peut-être pas, mais ça vaut le coup d'être tenté. Donc, si vous voulez y aller, allez-y. Et donc là, on s'est dit, ben oui, on veut bien y aller. C'est pas bien grave si on s'arrête de publier momentanément ou de ouais, manière plus durable. Voilà, c'est une façon de changer, peut-être de manière passagère, peut-être de manière plus permanente. On verra. ouais. Mais en tout cas, on peut dire que ça a marché. Parce que là, il y en a 14. Alors, c'est une bonne question, Thibaut. J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on est à 14 communautés, c'est-à-dire que l'attrait de fonder des communautés là-dedans fonctionne. Maintenant, on reste sur cette difficulté, on l'a vu, on l'a dit, d'arriver à avoir des auteurs qui vont être particulièrement intéressés par PCI avec ce problème de j'ai une recommandation par PCI, mais comment sera-t-elle reprise voilà, par les comités d'évaluation. Et donc, en termes de soumission de manuscrits, qui reste pas mal, on n'a pas eu un espèce de décollage, ce à quoi on s'attend et ce qu'on aimerait voir, Oui, parce que c'est bien l'idée d'avoir beaucoup plus de soumissions, de recommandations qui nous permettraient d'économiser de l'argent du bien public, de nos institutions. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fondé Peer Community Journal, qu'on a renforcé nos liens avec les PCI Friendly Journals, dans la perspective de voir augmenter l'activité en nombre de soumissions cette fois oui. dans chacune des PCI. Bah, tu parlais tout à l'heure de l'Italie ou de l'Espagne qui avait encore un Ouais. système très impact factor orienté. Est-ce que vous avez aussi un travail de militantisme auprès des institutions espagnoles ou italiennes pour leur vendre le projet PCI, l'open data et tout ça? Peu, c'est Peu. peu. On aimerait faire plus. Et ce que l'on fait donc depuis 5 ans maintenant, c'est que on demande généralement aux recommandeurs, aux gens qui ont fondé les communautés, qui sont à l'étranger, de contacter leurs institutions, leurs universités, mais aussi leurs institutions d'évaluation, de financement, pour faire reconnaître PCI. D'accord. Et on en voit la difficulté, c'est-à-dire qu'autant en France, on a eu des soutiens assez massifs d'à peu près toutes les institutions, INRAE, IFREMER, IRD, CNRS, etc. Autant à l'étranger, c'est plus compliqué, justement, parce qu'effectivement, ils sont plus dans des schémas plus traditionnels, métriques, d'évaluation de la recherche. Et PCI reste un objet un peu plus étrange. Donc, c'est difficile, nous, d'aller militer directement, donc on passe Oui. généralement par ces chercheurs, mais eux-mêmes n'ont pas forcément autant d'énergie, de temps pour le faire, et ont Oui. peut-être plus de mal à convaincre que dans le système français. Par contre, j'ai tendance à penser que la bonne nouvelle, c'est que comme l'open science est vraiment une vague qui est en train de monter et qu'il commence à être demandé de plus en plus de journaux, réclamés par des grands journaux, tout ça, ça devrait suivre aussi, PCI devrait pouvoir suivre la vague, quoi. C'est ce qu'on espère. Ouais. On a toujours l'impression que le temps joue avec nous. On verra si Oui, on a raison. voilà, vous êtes du bon côté de la vague, quoi. On espère. Eh ben, merci pour toutes ces réponses sur ton activité autour de PCI. Maintenant, j'aimerais te poser des questions plus à toi directement. Et je D'accord. pose toujours à peu près les mêmes questions. Et la première, c'est est-ce que dans toute ta carrière, il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier? Peut-être Alors, au-delà de PCI, de la création de PCI? tu l'as dit tout à l'heure, ouais, fierté, j'en sais rien. Content, je pense que souvent les gens doivent donner la réponse, mais c'est sincère, effectivement. Content, content. Bah, alors, il y a PCI, effectivement, puisque forcément, c'est l'objet du moment. Après, il y a deux aspects que l'on a fait également avec Thomas Guillemot qui m'ont bien plu, deux études, et qui nous ont conduit à faire pas mal d'informations là-dessus. C'est une étude sur les conflits d'intérêts. On s'est pas mal intéressé à ce sujet-là. D'accord. C'est de plus en plus sur le devant de la scène, tous ces problèmes de conflits d'intérêts et leur impact sur les études scientifiques. Et nous, donc il y a quelques années,
Ça commençait à monter avec des journalistes comme Stéphane Foucard, Stéphane Aurel, qui sont particulièrement en pointe. Donc ces sujets-là nous ont titillés. On a fait une étude donc, sur les OGM et sur les conflits d'intérêts sur les études menées sur les risques environnementaux associés à la mise en place d'OGM. Et c'est là où on a montré qu'effectivement, il y avait des différences donc d'appréciation des études, enfin de conclusion de ces études-là en fonction de leurs conflits d'intérêts. En gros, celles qui avaient des conflits d'intérêts, c'est-à-dire des financements par les boîtes qui sont impliquées dans le développement des OGM, avaient plus souvent des résultats, on va dire, favorables, positifs, et moins souvent des résultats négatifs que ceux qui étaient en absence de conflit d'intérêts. Et cette étude-là nous a conduit à passer pas mal de temps dans les comités scientifiques à l'intérieur d'INRAE, mais en dehors d'INRAE, pour essayer de sensibiliser à la fois les directions de ces organismes-là, mais également les chercheurs, sur l'impact de ces conflits d'intérêts. Et ça reste d'actualité, puisque on a quand même des ministères qui nous encouragent, et même des institutions, des directions d'organismes qui nous encouragent à faire du partenariat. Alors, tout partenariat ne débouche pas sur un conflit d'intérêts, mais dans bien des cas, elle débouche sur un conflit d'intérêts. Ça rejoint un autre débat que je vois de plus en plus présent, c'est dans notre communauté, c'est le débat chercheur-militant. Oui. Et pour toi, est-ce que c'est un peu la même type de dynamique ou c'est quand même quelque chose de très différent? C'est un peu différent. Je me qualifierais pas de chercheur militant et je trouve ça toujours compliqué, puisque j'ai toujours considéré que pour garder une certaine crédibilité en termes des travaux que l'on mène et de leur impact, être militant engendre des conflits d'intérêts, pas forcément financiers cette fois, mais idéologiques qui sont assez forts, avec le risque de biaiser dans un autre sens, qui est celui qui va être favorable à une certaine idéologie. Donc, je ne suis pas naïf, on n'est pas exempt d'idéologie, mais je préfère effectivement essayer de garder une neutralité la plus forte possible, à la fois donc en termes financiers, ça c'est facile, il suffit d'éviter des financements par des parties prenantes, mais également d'un point de vue idéologique, en ne militant pas ouvertement pour une cause en particulier. Je trouve que c'est un débat qui est très intéressant, qui rejoint beaucoup ce qu'on parlait sur l'open science et la disponibilité des données, des scripts, parce que justement, je trouve que toute cette transparence qui permet en fait de vraiment juger la méthodologie permet de s'extraire en fait de tous les conflits d'intérêts, qu'ils soient idéologiques ou monétaires, parce qu'on peut juger vraiment le travail avec les données brutes et tout. Mais les deux se rejoignent effectivement, et c'est peut-être pas un hasard, entre PCI d'une part et ces conflits d'intérêts. L'idée, c'est d'essayer de pousser à ce qu'on ait un système d'évaluation qui soit le plus transparent possible et le plus fiable possible. Et il en va de l'importance donc pour ces études scientifiques-là, de la confiance que l'on peut accorder à la fois des pouvoirs publics, mais à la fois des citoyens sur la qualité, sur la reproductibilité, sur la robustesse de ces études. D'accord, très bien. Le pendant de cette source de fierté ou cette satisfaction, c'est l'erreur ou un échec. Est-ce que tu as vécu quelque chose qui a été dur dans ta carrière à un moment ou à un autre et dont tu as tiré des apprentissages que tu voudrais partager? Je vais revenir sur PCI, mais c'est pas de problème. Chose du moment. Mais c'est effectivement, je ne qualifierais pas ça d'échec nécessairement, mais on l'a dit tout à l'heure, on espérait avoir un système simple sur lequel les gens iraient. C'est-à-dire, en gros, on fait de la recommandation de préprint. Et donc, on y a cru au départ en se disant c'est juste une histoire de temps et ça va arriver. On va pouvoir changer le système assez facilement comme ça. Et force est de constater que 5 ans après, on va créer cette revue-là. On pense que c'est nécessaire. Elle reste vertueuse à nos yeux, en tout cas. C'est-à-dire que c'est de l'open science gratuitement. C'est une revue diamant. Et quelque part, elle signe le fait qu'on n'a pas réussi par la simple validation de préprint à renverser un peu la vapeur et à renverser les choses. Vous étiez trop en avance, en fait, on va dire. Le gap était trop grand. L'avenir le dira, ou peut-être que... Enfin, j'espère que vous êtes trop en avance. Ouais, c'est ce qu'on espère aussi. Voilà. Mais c'est une forme d'insatisfaction ou d'échec si l'on veut, dans le sens où on a mal mesuré le fossé qu'il y avait entre l'existant et ce que l'on proposait. Comme on disait qu'en France, vous aviez reçu un soutien massif, mais que dans d'autres pays, c'était différent, est-ce que vous pensez que cette analyse, elle était faite parce qu'on baignait dans un milieu qui était déjà favorable à cette direction et que c'est ça qui a fait un décalage par rapport à d'autres pays, ou est-ce que c'est parce que c'est vous qui l'avez mis en avant et créé que nos institutions sont plus sensibilisées?
Non, c'est pas parce que nous, on l'a mise en vente. Enfin, on y a participé, mais à une toute petite échelle. On peut vraiment pas prétendre avoir été à l'impulsion de ça. Je pense qu'il y a un caractère un peu, je ne saurais pas dire d'où ça vient. Après, il y a des personnes qui ont vraiment impulsé ça. Je pense à Olivier Le Gall, par exemple, à Oui. INRAE, quand il a impulsé publier autrement. Et je pense il était vraiment novateur là-dessus. Et on en a bénéficié de cette impulsion, nous, côté PCI. Après, je pense à des gens comme Marin Dacos à l'heure actuelle, voilà, au niveau ministériel, qui est monsieur Science Ouverte, mais qui a fait vraiment une impulsion forte. Donc, il avait commencé avec Open Edition côté SHS, où il avait déjà voilà, pas mal œuvré. Mais le fait qu'il soit arrivé au ministère avec ce projet de Science Ouverte, et ce qui a été derrière, tout le fonds, donc Fonds national pour la science ouverte, le Oui. FNSO, donc ça a engendré une forte dynamique en France. D'accord. Il y a une dynamique qui est assez forte également en Hollande, à ma Mhm. connaissance, sur lesquelles il y a une bonne prise de conscience. Mais voilà, la France fait figure, à mon avis, de pays pionniers en la matière. Bon, pour une fois qu'on est pionnier, on va s'en féliciter. Très Tout bien. à fait. Pour revenir vers le côté positif, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois arriver qui t'enthousiasme? Et pas PCI Justement. Journal. Non, une prise de conscience, justement, enfin, tout ce mouvement de science ouverte et avec tout ce qui va derrière, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. On va avoir la France qui va avoir donc la présidence de l'Union européenne là, en 2022, Oui. sur lequel il va y avoir des journées européennes de la science ouverte organisées par l'Académie des sciences, avec énormément d'institutions françaises, mais également européennes, et sur lequel ça devrait bouger encore plus vite. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'attends de voir, et notamment en changement des méthodes d'évaluation à l'heure actuelle sur des modes justement plus qualitatifs que quantitatifs. C'est quelque chose que j'espère voir arriver. D'accord. Enfin, est-ce que tu as une recommandation culturelle, quelque chose qu'on va partager avec nous, qu'on puisse lire, regarder On va pouvoir sortir de PCI, c'est bien. Voilà. La Le dernière dernier. édition de PCI. Non, justement, non. Si j'avais une recommandation culturelle, oui, j'en ai une que j'ai en Vas-y. excellence, c'est le chorégraphe Mourad Merzouki. Mourad D'accord. Merzouki, qui est un chorégraphe que j'aime particulièrement, qui vient souvent à Montpellier Danse. La prochaine, ça sera tout simplement dans 10 jours, sur lequel j'irai voir Folia, sa dernière création. Et pour ceux qui ne les avaient pas vus, c'est possible de les voir. Il y avait une verticale, Pixel, Box, qui sont des spectacles de danse donc, contemporaine qui sont absolument époustouflants, moi qui me touche beaucoup. D'accord. Voilà, donc si j'avais un conseil, c'est d'abord d'aller le voir s'il y a une possibilité, parce que c'est encore plus beau. Mais c'est également disponible sur Internet. Et voilà, pour ceux qui aiment la danse classique, mais ceux qui n'aiment pas, je conseille d'aller voir, ça peut donner envie d'aimer. D'accord. Merci. Euh, Merci à toi. enfin, si quelqu'un veut te contacter pour monter PCI microbiologie ou pour continuer à discuter avec toi, c'est quoi le moyen le plus efficace? Une seule adresse, contact@peercommunityin.org. Ça, c'est facile. C'est l'adresse générale. Elle se retrouve sur le site de Peer Community. D'accord. Il suffit de le retrouver. À titre perso, si les gens veulent me contacter, j'ai une adresse institutionnelle, denis.bourguet, B-O-U-R-G-U-E-T, @inrae.fr. D'accord. N'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup alors. Merci Thibault.